C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la crise diplomatique entre les Comores et la France. Et au cœur de cette crise, nous l'avons dit, c'est l'île de Mayotte, 374 km². Alors, du point de vue du droit, à qui appartient véritablement l'île de Mayotte? Avant d'en parler avec vous, je propose de suivre ce sujet de la rédaction signée Victoria Sedi. À Moroni, la capitale de l'Union des Comores, des manifestants sont montés au créneau samedi 24 mars 2018 pour dénoncer la politique française. À l'origine, la suspension annoncée par la France de la délivrance de visas aux ressortissants comoriens a compté du 4 mai 2018. Le 21 mars, le gouvernement comorien avait pris la décision de refuser la réadmission sur son territoire des Comoriens expulsés de Mayotte par les autorités françaises. Depuis plus de 2 décennies, les autorités françaises revendiquent ce territoire, une ancienne colonie devenue 5e département d'outre-mer et 101e département français en 2011 par référendum en 1974, 1976 et 2009. Cette administration menée par la France, qui fait l'objet de vifs débats, suscite de grands remous dans l'île. Le président de la France, M. Giscard d'Estaing, avait fait une interview où il a affirmé qu'il n'est pas du devoir de la France de diviser ce qui a toujours été l'unique archipel des Comores composé de 4 îles. Chaque fois qu'il y a une question qui se pose entre le droit international et les droits internes des États, et si le pays est signataire de la Convention a accepté en bonne et due forme, n'a pas été forcé, là, le droit international prime sur le droit interne des États. Dans sa résolution 3385 du 13 décembre 1994 et d'autres déclarations de l'Assemblée générale portant admission des Comores aux Nations unies le 12 novembre 1975, l'Organisation des Nations unies a condamné les référendums des 8 et 11 février 1976 organisés dans l'île de Mayotte par le gouvernement français. L'Organisation des Nations unies a appelé au respect de l'unité et l'intégralité de l'archipel des Comores, composé des îles d'Anjouan, de la Grande Comore, de Mayotte et de Moélie. Le Commonwealth et l'Union africaine ont déclaré illégale la présence française à Mayotte. L'Assemblée générale des Nations unies a par ailleurs réitéré ce verdict en demandant à la France, membre du Conseil permanent de sécurité de l'ONU, de s'y soumettre. Il est très clair, la France a été condamnée à plusieurs reprises sur cette question et a été demandé à chaque fois de quitter le territoire, de libérer l'île comorienne de Mayotte. D'ailleurs, le jour où les Comores devaient être admis aux Nations Unies, où la France ne s'est pas présentée, il a joué la politique de la chaise vide. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité, il aurait pu opposer son veto à l'admission des Comores aux Nations Unies, mais ce jour-là, la France a préféré ne pas venir. Voilà, la politique de la chaise vide, parce qu'il ne voulait pas se montrer comme étant un pays qui ne veut pas que notre pays s'émancipe. Or, il voulait aussi garder Mayotte. Donc, c'est une politique de cache-cache. En 2011, de nombreux habitants de l'île comorienne de Mayotte ont suivi des mouvements de contestation des Outre-mer pour décrier l'échec de la gestion des colonies françaises. Les résolutions de l'ONU dénoncent l'occupation illégale de Mayotte car celle-ci constituerait une atteinte flagrante à l'unité nationale de l'État comorien et une violation des principes fondamentaux défendus par l'ONU. Ces principes étant entre autres la résolution 1514 du 14 décembre 1960 relative à l'octroi de l'indépendance au pays et aux peuples coloniaux qui garantit l'unité nationale et l'intégrité territoriale de ces pays. En outre, en se référant à l'article 7 du statut de Rome, l'Union des Comores considère les expulsions et arrestations orchestrées par la France comme étant un crime contre l'humanité. Brice, on a un problème de conflit de légitimité. Vous avez le référendum de 1974, de 1976 et de 2009. À chaque fois,
les Mahorais ont dit leur attachement à la France. Et de l'autre côté, vous avez des résolutions des Nations Unies condamnant justement l'accaparement par la France de l'île de Mayotte. D'abord, juridiquement, que vaut une résolution des Nations Unies? Voilà. En fait, il faut distinguer, il y a deux types de résolutions des Nations Unies. Il y a des résolutions qui sont prises par l'Assemblée générale des Nations Unies, et puis il y a des résolutions qui sont prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, les résolutions qui sont prises par l'Assemblée générale des Nations Unies ont plus une valeur exhortative, hein, c'est-à-dire que l'Assemblée générale des Nations Unies s'est réunie et prend une décision en fait, pour exhorter les parties en conflit à agir d'une certaine façon. Donc, libre discrétion est laissée donc à ces parties de Aucun pouvoir... caractère contraire. Non, absolument pas. C'est la différence d'ailleurs avec les résolutions du Conseil de sécurité qui, elles, sont contraignantes. Voilà, et qui peuvent même aller jusqu'à une intervention militaire concertée. Par rapport au chapitre 7. Voilà, exactement. Donc, c'est là où déjà il faut faire la distinction. Ça, c'est le point 1. Le point 2, ou plutôt le point 1 qui aurait pu être le point 1, c'est d'abord de comprendre la base, c'est-à-dire la résolution qui parle, la fameuse résolution 1514, pour encadrer un peu l'accession aux indépendances des États colonisés. Donc là, dans cette résolution, c'est là où il y a tout le débat en fait entre les Comores, l'Union comorienne et l'État français. Parce que dans cette résolution, il y a d'une part le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et par ailleurs, il y a aussi le point 6 de cette résolution qui parle de la nécessité de respecter l'intégrité territoriale, en fait, l'intégrité des territoires des pays, des lieux, des pays sous colonisation. Oui, donc là, il y a l'intégrité territoriale ne s'apprécie qu'une fois les frontières tracées. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, puisqu'on avait l'Union comorienne, qui existe, donc le territoire de Comores qui existait, et donc dans cette résolution, il fallait respecter aussi bien le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes que l'intégrité du territoire. Mais c'est ce que fait valoir aussi, d'une certaine manière, la France. À chaque fois, non. À chaque fois qu'il y a une consultation... Pour l'Union, pour l'État comorien, le territoire comorien commence donc avec la Grande Île jusqu'à Mayotte pour eux. Donc eux, ils s'en tiennent à cet aspect de la résolution qui dit qu'il peut y avoir d'indépendance que dans le respect de l'intégrité du territoire. Or, donc avec des Comores contenant les 4 îles. Avec les 4 îles. Je vais juste terminer. Maintenant, pour la France, il faut mettre en avant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est ça. Parce que ça, c'est un principe qui, dans le cadre de la hiérarchie un peu de la prévalence de ces principes est au-dessus, en fait. Oui. Maintenant, la difficulté, à mon avis, ça c'est mon avis, hein, je pense que les dirigeants comoriens n'ont pas été assez vigilants. Pourquoi ? Parce que quand ils ont signé la déclaration en 1974-75 pour préparer le premier référendum d'accession à la souveraineté ou pas, alors, dans le texte, c'était marqué qu'il fallait consulter les populations. C'est ça. C'était pas marqué, il fallait consulter la population. Voilà. Donc, quand ils ont écrit... On n'a pas dit qu'il faut consulter toutes les îles à la fois. C'était bien marqué que le résultat sera global. Oui. Pour l'ensemble. C'est-à-dire que ça donne lieu à un débat interprétatif, juridique très passionnant. À partir de ce que dit Maître Brice Nzamba, est-ce que, excusez-moi, ça ne pose pas un problème de démocratie que 65% d'une population décide d'une chose et qu'on lui impose une autre chose? Oui, mais cette décision doit se faire dans le cadre. Ça dépend de la lecture. Ça, c'est la lecture française. Il y a deux questions à voir là. Oui, d'abord, la notion d'autodétermination des peuples. Oui. On a dit des peuples. Oui, voilà. Mais il y a un peuple comorien. On a consulté un peuple comorien. Et le référendum, on n'a pas fait 4 référendums dans 4 circonscriptions, mais on a fait un référendum. C'est tout à fait intéressant ce que vous dites. Dans une circonscription, et là, il y a l'indivisibilité du suffrage universel. Oui, mais ça aurait pu être... On ne peut pas. Mais là, vous faites abstraction, je suis obligé de revenir, vous faites abstraction de la situation qui date de 1841. Non. C'est vrai qu'on ne revienne pas à ça, parce que ça choque un peu, cette date-là. Haïti, en 1672, était française, et c'est pour autant qu'elle doit le rester à vie.
D'accord. L'Algérie a été français en 1830. Et c'est pour cela qu'elle doit le rester à vie. Le Québec a été français en 602. Et c'est pour cela... Vos interrogations sont tout à fait pertinentes. Faites référence de telle date ou de l'autre date. Il y a en 1885, on a redessiné les frontières de l'Afrique. Absolument. Et en Afrique avant, c'était une organisation des chefferies, des empires. C'est cela. Et on a redessiné les frontières et on a arrêté des lois comme quoi chaque pays qui va accéder à l'indépendance, il y aura l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. On ne peut pas venir au Comores. Oui, mais monsieur, le problème, c'est que quand il dit ça, en fait, son discours, il tient aussi longtemps qu'on fait abstraction du point 2 de la déclaration qui a été signée conjointement entre le ministre des Affaires étrangères des Comores de l'époque, je crois que c'était 75, et le ministre des Affaires étrangères français de l'époque. Et à mon avis, l'erreur a été de ne pas être vigilant en signant une déclaration qui disait qu'il fallait consulter les populations. Non, ça, il lui a fallu de mon point de vue. On peut considérer que la grammaire est avec eux. Non, mais la grammaire ne fait pas loi. Non, mais en fait, je parle... C'est la grammaire qui définit. Non, c'est le droit. C'est le droit. Parce qu'à partir du moment où vous dites... Non, mais à partir du moment où vous dites que dans ce cas-là, la grammaire est avec eux. Il faut être vigilant. Vous n'allez pas signer des accords. Maître, je vais vous donner une précision. Ce n'était pas en 75, c'est en 73, la déclaration 73 qui préparait le référendum de 75. Dans cette déclaration, il était bien précisé que le résultat du référendum sera global. Et là, justement, le président du conseil du gouvernement des Comores, à l'époque, avait posé la question à Giscard d'Estaing, pourquoi vous mettez des populations des Comores? Ils ont dit, non, mais monsieur le président, c'est pas grave, mais le résultat sera global. En fait, j'arrive. C'était Jacques Chirac qui était Premier ministre de Giscard d'Estaing. Et puis, il y a les réseaux, à l'Assemblée nationale, en fait, contre l'accord. Et même Giscard d'Estaing, comme l'a dit mon compatriote, l'avait bien précisé qu'on considère les chiffres globaux. Mais c'est à l'Assemblée. À l'Assemblée nationale, c'est juste après le référendum qu'il y a eu les réseaux, particulièrement ces Mesmer et les gaullistes à l'époque. Mais c'est les bonnes guerres. Ils ont introduit, disons, un amendement, justement, pour dire qu'ils ont changé les jeux après le référendum quand ils ont constaté. Et je vais dire en passant qu'à Mayotte, il y a eu des gens qui s'appellent des soldats qui terrorisaient les indépendantistes, qui ont agressé, torturé mais ça, c'est les bonnes guerres. La bonne guerre. Et il y a eu de la tricherie. Mais bon, pour revenir. Non, pour revenir. S'il vous plaît. Pour revenir. Ça n'a pas de pertinence. Non, c'est pas ça. Les référendums. Non, je vais préciser. Je vais préciser. Mais on a dit un référendum. À partir du moment où on donne cette consultation, la déclaration, c'était bien clair. La déclaration, c'était bien clair qu'on allait compter le résultat global, comme dans toute l'Afrique. Passons. Mais c'est un amendement à l'Assemblée qui a changé les choses. Mais je constate. Parce qu'il y avait quand même logique. Je constate il y avait deux réseaux. Il y avait Focard qui avait dit que... Mais on va contrôler tous les comptes. Monsieur Nassur, constatons... D'accord. Je vais dire que, par exemple, il y a des questions de fond qui méritent débat. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'une remise en cause de l'indivisibilité du suffrage universel, par exemple, on peut, pendant les élections françaises, dire Marine Le Pen a été bien élue. Mais c'est pas pareil. A été bien élue dans le palais. Il est président de la République. Le comptage de voix. Non, mais monsieur, on consulte le peuple français. Il y a deux constats. Du suffrage universel. Moi, je ne peux pas mais il n'y avait pas encore le peuple. Il y a deux choses qu'il faut constater. Le peuple ça a toujours existé. Non, c'est que je veux dire, c'est la même langue, c'est le peuple comorien. Le peuple comorien. On parle juridiquement là. On parle juridiquement, on ne parle pas sociologiquement. On parle juridiquement, parce que sociologiquement, les gens peuvent exister, mais juridiquement, parfois pas.
Voilà, c'est-à-dire qu'il faut juridiquement, l'État, en fait, le territoire des Comores, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été institué en 1946, juridiquement. Avant, il y avait l'archipel. Avant, il y avait l'archipel des Comores. Oui, juridiquement. Mais avant même 1946, ça existait. Est-ce que dans le droit international, il n'y a pas le peuple comorien? Ou bien vous limitez seulement au droit français? C'est pour ça. Faut que le peuple comorien... C'est pour ça que tout à l'heure, c'est pour ça que je parlais de conflit de légitimité. Vous voyez? C'est pour ça qu'on parlait de conflit. Mais il faut constater deux choses. Excusez-moi. On ne voit pas les Mahorais descendre dans la rue aujourd'hui et réclamer leur appartenance aux Comores. On ne voit pas ça. Non, mais vous savez... Non, mais ça pose aussi problème. On ne peut pas... Ah non, non. Il y a eu trop de manipulation. Bon, voilà, on ne voit pas ça. Et ce qu'on vous constate aussi... Je vais vous donner... Et vous savez pourquoi? Non, dites-nous, monsieur Nation. C'est parce que depuis 1975, il y a la politique à sens unique. À Mayotte, il n'y a pas possibilité d'écouter une autre voix. Et on va voir même que pendant le référendum, il y a une politique de terreur qui a été instaurée dans l'île. Par la France. Par la France. Les indépendantistes de Mayotte ont été expulsés par Boutre vers les autres îles. On a mis en place des soldats qu'on appelait l'équivalent des Totomacoutes, les châtilleuses, pour chasser, caillasser, et puis bousculer tous ceux qui étaient indépendantistes. Et vous parlez du choix des choix démocratiques. Non, mais il faut se battre. Donc la France a fait en sorte... Donc il y a aujourd'hui... Non, mais c'est des bonnes guerres. Oui, non, mais c'est des bonnes guerres, mais il y a le droit. Ne parlez pas de Non, mais c'est des bonnes guerres. Non, mais maître, il y a la bonne guerre. C'est de la dictature. Maître est d'accord. C'est de la dictature coloniale. Maître est d'accord. Il ne faut pas laisser l'émotion prendre. Maître, il faut être d'accord que le droit, enfin, les résolutions des Nations Unies prône sur les lois françaises. Moi, je suis en train de vous dire. Ce que j'ai dit, c'est le référendum. Non, il y a une résolution, d'ailleurs, le répertoire. Des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies ne priment pas dans l'ordre juridique interne français. Ah non, mais ça prime par rapport à l'Assemblée générale, non. Il y a une décision de l'Assemblée générale. Non, parce que Mayotte. Et pourtant, dans le préambule de la Constitution de 1946, il est stipulé que la France se confirme au droit international. Non, oui, mais non, ça c'est des conventions. Je propose qu'on batte une coup de pause. Qui oblige la France. La coutume internationale. Il y a des droits internationaux. Est-ce que dans le droit français, où on prend en compte le droit international? Je sais que la question... Un problème qui concerne les deux États. Le nationalisme. Deux États, non, c'est pas le nationalisme, c'est le droit international. Qui concerne les deux États. Et on ne peut pas prendre en compte seulement le point de vue de droit d'un seul État. Mais je suis d'accord avec vous. Je retiens quelque chose. Et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça. Je retiens quelque chose de son propos. Si les Mahorais, parce que c'est aussi ça la question, c'est ce que veulent les Mahorais. Si les Mahorais ne descendent pas dans les rues pour dire nous ne voulons plus être français, nous voulons être que comoriens, c'est-à-dire appartenir à l'Union des Comores, s'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils sont terrorisés par la France. C'est ce que vous dites. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Bon, alors, rectifiez. Non, il y a deux choses. Alors. Non, il y a deux choses. Oui. C'est qu'il y a la terre, par exemple, admettons, Madagascar ou le Congo, il y a la terre, et puis il y a les personnes. Donc la terre, Mayotte, l'île, c'est une île comorienne, mais les gens qui sont là, à eux de choisir. Comme les autres Comoriens, il y a pas mal d'autres Comoriens qui ont choisi la nationalité française. Non, c'est ça. C'est-à-dire, donc la terre est comorienne, mais à chacun de choisir s'il y a des Maoris. Mais comment expliquez-vous à chaque fois qu'on leur pose la question, vous voulez être français ou bien comorien, ils choisissent toujours français. Je voulais vous demander... Non, c'est pour dire... Est-ce que vous avez... Non, on a rappelé que... Chaque fois qu'il y a un référendum à Mayotte, voir une campagne du non et de oui? Non, mais ça... Est-ce que vous voyez que dans les médias, dans les meetings, dans la campagne... Il y a un unilatéralisme français, dénoncez-vous. Non, mais c'est pour dire... Malheureusement, on doit marquer une... Non, c'est juste pour dire que les Nations Unies, et dans le reportage, ça a été bien stipulé, que la résolution interdit à la France d'organiser d'autres référendums. Le référendum qui compte, c'est le référendum du 22 décembre 1974. Tous les autres référendums sont nuls. Je propose qu'on marque une pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. Je comprends que le sujet passionne. Merci. Merci à vous.